Une fleur sous le pied. Léonid Andreev. 1. Son nom était Youra. Il avait 6 ans. Il allait sur ses 7 ans. Et pour lui, le monde était énorme, vivant et délicieusement inconnu. Il connaissait assez bien le ciel, son bleu profond pendant la journée, et ses nuages au poitrail d'un blanc tantôt argenté, tantôt doré, qui voguent doucement. Il les suivait souvent des yeux, allongés sur le dos dans l'herbe ou sur le toit. Mais les étoiles, il ne les connaissait pas vraiment, car il se couchait tôt. Il ne se souvenait que d'une seule. Elle, il la connaissait bien. Une étoile verte, brillante et très attentive qui se levait dans le ciel pâle juste avant qu'il aille dormir. Apparemment, c'était la seule qui soit aussi grande dans tout le ciel. Mais ce qu'il connaissait le mieux, c'était la terre dans la cour, dans la rue et dans le jardin, avec la richesse inépuisable de ses pierres, de ses herbes, de sa poussière veloutée et brûlante, et de ses détritus merveilleusement variés, mystérieux et passionnants, que les gens ne remarquent absolument pas du haut de leur immense taille. En s'endormant, la dernière vision radieuse de la journée écoulée qu'il emportait avec lui était celle d'un éclat de pierre poli brûlant et baigné de soleil, ou bien celle d'une épaisse couche de poussière douce et tiède qui vous chatouille. Quand il se rendait avec sa mère dans le centre de la ville et dans ses grandes rues, ce qu'il se rappelait le mieux à son retour, c'étaient les dalles en pierre larges et plates sur lesquelles ses pas, de même que ses propres pieds, lui semblaient terriblement petits, comme 2 barques minuscules. Même la multitude des roues qui tournoyaient et des têtes de chevaux ne lui laissait pas un souvenir aussi vif que cet aspect nouveau et extraordinairement intéressant de la terre. Tout était énorme pour lui. Les palissades, les arbres, les chiens et les gens, mais cela ne l'étonnait pas le moins du monde, et ne l'effrayait pas. Cela ne faisait que rendre tout singulièrement intéressant, et transformait la vie en un miracle ininterrompu. Selon sa façon de mesurer à l'époque, voici ce que cela donnait. Son père, 10 archines. Sa mère, 3 archines. Le chien méchant des voisins, 30 archines. Leur chien, 10 archines comme papa. Leur maison sans étage, mais très très haute, 1 verste. La distance d'un côté de la rue à l'autre, 2 verstes. Leur jardin et l'arbre qui se trouvait dedans, impossible à mesurer, d'une hauteur infinie. La ville, 1 million d'on ne sait trop quoi. Et tout le reste à l'avenant. Il connaissait beaucoup de personnes, petites et grandes, mais c'étaient les petites qu'il connaissait et appréciait le plus, avec lesquelles on pouvait parler de tout. Les grandes personnes, elles, se comportaient de façon si stupide et posaient des questions si absurdes et si ennuyeuses sur les choses que tout le monde connaissait qu'il fallait aussi faire semblant d'être stupide, minauder et répondre des absurdités. Et bien entendu, on avait envie de les fuir le plus vite possible. Mais il y avait au-dessus de lui, autour de lui et en lui, 2 personnes absolument extraordinaires, à la fois grandes et petites, intelligentes et stupides, proches et lointaines. C'était son père et sa mère. Ils étaient sans doute des gens très gentils, sinon ils n'auraient pu être un papa et une maman. En tout cas, c'étaient des personnes charmantes et uniques en leur genre. Il y avait une chose qu'on pouvait dire avec une parfaite certitude, c'est que son père était très grand, terriblement intelligent, et qu'il possédait un pouvoir sans limite, ce qui le rendait un peu effrayant. Il était intéressant de discuter avec lui de sujets sortant de l'ordinaire, en glissant la main dans sa large paume forte et chaude pour plus de sûreté. Maman n'était pas aussi grande et parfois elle était même toute petite. Elle était très gentille, embrassait avec tendresse, comprenait parfaitement ce que c'était que d'avoir mal au ventre, et était la seule avec laquelle on pouvait soulager son cœur quand on en avait assez de vivre ou de jouer, ou qu'on était victime d'une cruelle injustice. Si, en présence de son père, il était désagréable de pleurer et dangereux de faire des caprices, avec elle, en revanche, les larmes avaient une saveur extraordinairement agréable, et gonflaient le cœur d'une tristesse lumineuse que l'on ne connaît ni quand on joue, ni quand on rit, ni même quand on lit les contes les plus effrayants. Il faut ajouter que maman était d'une beauté extraordinaire, et que tout le monde était amoureux d'elle. Ce qui était bien, car on se sentait fier, et en même temps pas très bien, car on pouvait la lui enlever. Et chaque fois qu'un homme, un de ces hommes immenses tout préoccupés d'eux-mêmes et invariablement hostiles, fixait longuement sa maman, il était ennuyé et se sentait mal à l'aise. Il avait envie de se mettre entre sa maman et lui. Il avait beau vaquer à ses occupations, quelque chose le ramenait toujours vers elle. Parfois, maman prononçait une phrase désagréable, inquiétante. « Qu'est-ce que tu as à tourner autour de nous ? Va donc jouer dans ta chambre !» Alors, il n'y avait rien à faire, il fallait s'en aller. Il essayait d'apporter un livre ou de dessiner, mais cela ne marchait pas toujours.
Tantôt maman le complimentait de lire, tantôt elle disait « Va plutôt dans ta chambre, mon petit Yura. Regarde, tu as encore renversé de l'eau sur la nappe. Tu fais toujours des bêtises avec ta peinture. » Et ensuite, elle lui reprochait de faire des caprices. Mais le pire, c'était quand un visiteur dangereux et suspect venait d'arriver et qu'il était l'heure d'aller se coucher. Il est vrai que lorsqu'il était dans son lit, surgissait un sentiment de paix et l'impression que tout était terminé. Les lumières étaient éteintes, la vie s'était arrêtée. Tout s'endormait et le visiteur suspect s'était endormi, lui aussi, ou bien il était parti. Dans toutes ces situations liées à des hommes suspects, il y a une chose que Yura sent confusément, mais très fort. C'est que, d'une certaine manière, il remplace son père absent. Et cela le rend un peu vieux, lui donne quelque chose de laid, quelque chose d'adulte, mais en même temps d'extraordinairement intelligent, de malin et d'important. Bien entendu, il ne parle de cela à personne, car personne ne le comprendrait. Mais dans la façon dont il embrasse son père, quand il arrive et monte sur ses genoux d'un air protecteur, on sent celui qui a accompli son devoir jusqu'au bout. Il arrive que son père ne le comprenne pas et l'envoie tout bonnement jouer ou se coucher, mais Yura ne se sent pas vexé et s'en va avec une immense satisfaction. Il n'a pas particulièrement besoin d'être compris, cela lui fait même un peu peur. Parfois, pour rien au monde il ne dirait pourquoi il a pleuré, ou alors il fait semblant d'être distrait, désobéissant, plongé dans ses occupations, alors qu'en fait il entend et comprend parfaitement tout. Il a déjà un terrible secret. Il a remarqué que ces gens extraordinaires et charmants, son père et sa mère, se rendent parfois très malheureux, et le cachent à tout le monde. Aussi cache-t-il lui-même sa découverte, et, devant tout le monde, il fait semblant que tout va merveilleusement bien. Il lui est arrivé bien des fois de surprendre sa maman en larmes dans un coin du salon ou dans sa chambre. La chambre d'enfant est à côté de la leur. Et une nuit, presque à l'aube, il a entendu la voix forte et terriblement irritée de son père, et la voix larmoyante de sa mère. Il était resté longtemps sans bouger, en retenant son souffle, mais ensuite, il avait été tellement terrifié par cette conversation insolite au beau milieu de la nuit, que n'y tenant plus, il avait demandé en chuchotant à sa nounou « Nounou, qu'est-ce qu'ils disent ?» Et la nounou avait répondu précipitamment dans un murmure effrayé « Dors, dors, ils ne disent rien du tout. Je veux aller dans ton lit. » « Tu n'as pas honte, un grand garçon comme ça, dormir avec sa nounou? Je viens dans ton lit. » Baissant la voix, car Dieu sait pourquoi il avait terriblement peur d'être entendu, ils avaient longuement discuté dans l'obscurité. Et Yura avait fini par aller rejoindre sa nounou entre ses draps épais et rêches, mais douillets et bien chauds. Au matin, papa et maman étaient très gais, et Yura avait fait semblant de les croire, et même, semble-t-il, il les avait vraiment crus. Mais le soir même, ou peut-être était-ce un autre soir, il avait vu son père pleurer. Voici comment cela s'était produit. Il passait devant le bureau de son père, la porte était entrebâillée, et on entendait du bruit à l'intérieur. Il avait jeté un coup d'œil discret, son père était allongé sur son divan de façon bizarre, à plat ventre, et pleurait à gros sanglots. Il n'y avait personne d'autre. Yura était parti, avait tourné en rond dans la chambre, puis était revenu. La porte était toujours entrebâillée. Il n'y avait toujours personne, et son père sanglotait toujours aussi fort. S'il avait pleuré sans bruit encore, on aurait cru comprendre, mais il hoquetait, il geignait d'une grosse voix, et ses dents grinçaient de façon terrible. Il était couché là, immense, sur toute la longueur du divan. La tête rentrée dans ses larges épaules, il reniflait à grand bruit et frottait son nez trempé de larmes. Et ça, c'était impossible à comprendre. Sur son bureau, son grand bureau couvert de crayons, de papier et autres richesses, la lampe brûlait d'une flamme rouge et fumait. La suie montait en formant un ruban plat d'un gris noir qui serpentait de tous côtés. Soudain, son père avait poussé un grand soupir, mais un peu différent, et avait remué. Et Yura était parti discrètement. Ensuite, tout était redevenu comme toujours, et personne n'avait rien su. Mais la vision de cet homme immense, mystérieux et charmant, qui était son père et qui en même temps pleurait à gros sanglots, resta gravé dans sa mémoire comme quelque chose d'horrible et d'extrêmement grave. Et s'il y avait certaines choses qu'il n'avait tout simplement pas envie de raconter, celles-là, il était impératif de ne pas en parler, comme de quelque chose de sacré et de terrible, et, tout en gardant le silence, d'aimer son père encore davantage. Mais là aussi, il fallait l'aimer de telle sorte qu'il ne s'en rende pas compte. Et de façon générale, faire comme si la vie était très gaie. Et Yura y parvenait. Son père ne remarquait pas qu'il l'aimait tout particulièrement, et la vie était effectivement très gaie, si bien qu'il n'avait pas besoin de faire semblant. Son âme était reliée par des fils à tout. Au soleil, au canif et au bâton qu'il avait taillé avec, au lointain magnifique et mystérieux que l'on voyait du haut du toit en fer. Il avait encore du mal à se distinguer de tout ce qui n'était pas lui.
Quand une odeur forte et parfumée montait de l'herbe, il avait l'impression que c'était lui qui sentait si bon, et quand il se couchait, aussi étrange que cela puisse paraître, tout se couchait avec lui dans son petit lit. L'énorme cour, la rue, les fils penchés de la pluie, les flaques couvertes d'écume et le monde tout entier, immense, vivant et délicieusement inconnu. Et de même que tout s'endormait avec lui, tout se réveillait aussi avec lui, et ouvrait les yeux en même temps que lui. Il y avait une chose surprenante, digne des plus profondes réflexions. Si, le soir, il plantait un bâton quelque part dans le jardin, le lendemain matin, le bâton était toujours au même endroit. Et les quilles rangées dans une caisse, dans la remise, restaient toujours les mêmes, alors qu'entre-temps il avait fait nuit et il était allé se coucher dans sa chambre. C'est de là que lui venait ce besoin tout naturel de cacher ses trésors sous son oreiller. Puisque cela se levait et se couchait tout seul, cela pouvait aussi s'en aller tout seul. De façon générale, il était étonnant et très agréable que la nounou, la maison et le soleil existent non seulement hier, mais tous les jours. Cela donnait envie, en se réveillant, de rire et de chanter à tue-tête. Quand on lui demandait son nom, il répondait à toute vitesse. « Youra !» Mais certains ne s'en contentaient pas et lui demandaient la suite. Il répondait alors avec une certaine exaspération. « Youri Mirailovitch !» Puis, après réflexion, il disait son nom en entier. Youri Mirailovitch Pouchkariov. 2. C'était un jour exceptionnel, le jour de la fête de sa maman. Vers le soir, des invités allaient arriver. Il y aurait de la musique militaire, des lampions de toutes les couleurs brilleraient dans le jardin et sur la terrasse, et il devrait aller se coucher non à 9 heures, mais quand il en aurait envie. Youra se réveilla alors que tout le monde dormait encore, s'habilla tout seul en vitesse et bondit hors de sa chambre, s'attendant à des miracles. Mais il fut désagréablement surpris. Les pièces étaient en désordre, comme toujours le matin. La cuisinière et la femme de chambre dormaient, et le loquet de la porte était fermé. On avait du mal à croire que les gens allaient se mettre à remuer, à courir, que les pièces allaient prendre un air de fête. Et il commença à avoir peur pour le destin de la fête. Au jardin, c'était encore pire. Les allées n'étaient pas balayées, pas un seul lampion n'était accroché. Cela devenait tout à fait inquiétant. Heureusement, dans la cour boueuse, derrière la remise, le cocher Evmen lavait la calèche. Et bien que ce fût une chose qu'il faisait souvent et qu'il eût l'expression la plus ordinaire du monde, ce jour-là, il y avait très nettement un air de fête dans la façon résolue dont il faisait gicler l'eau du seau, et dans ses bras musclés, avec les manches de sa chemise rouge relevées jusqu'au coude. Evmen se contenta de lui lancer un regard en coin, et Youra, remarquant sa large barbe noire et bouclée, comme s'il la voyait pour la première fois, songea avec respect qu'Evmen était un homme très digne. Il dit « Bonjour Evmen !» Ensuite, tout s'accéléra. D'un seul coup, le concierge apparut et commença à balayer les allées. Une fenêtre s'ouvrit dans la cuisine et des voix de femmes se mirent à caqueter. La femme de chambre surgit avec un petit tapis qu'elle battit avec un bâton comme un chien. Tout s'était mis en branle, et les événements survenant simultanément en divers endroits se produisaient à un rythme si endiablé qu'il était impossible de les suivre. Pendant que la nounou servait son thé à Youra, dans le jardin, on commençait déjà à tendre un fil pour les lampions, et pendant qu'on tendait le fil dans le jardin, dans le salon on déplaçait tous les meubles, et pendant qu'on déplaçait les meubles dans le salon, le cocher Evmen avait déjà attelé les chevaux et sortait de la cour dans un but mystérieux lié à la fête. Avec le plus grand mal, Youra parvint à se concentrer quelques instants. Il accrocha les lampions avec son père. Son père était charmant. Il riait, plaisantait, asseyait Youra sur l'échelle, grimpait lui-même sur les minces barreaux qui grinçaient, et, pour finir, ils tombèrent tous les deux de l'échelle et roulèrent sur l'herbe, mais sans se faire aucun mal. Youra bondit sur ses pieds, mais son père resta allongé, les bras sous la tête, à contempler de ses yeux plissés le bleu du ciel resplendissant et insondable. Allongé ainsi dans l'herbe, avec un air si grave, si loin du jeu, son père ressemblait terriblement à Gulliver rêvant avec nostalgie à son pays peuplé de gens très grands. Cela évoquait quelque chose de désagréable, et, dans le but de dérider son père, Youra se mit à cheval sur ses genoux pliés et dit « Tu te souviens, papa, quand j'étais petit, je m'asseyais sur tes genoux et tu me faisais sauter, comme un cheval. » À peine avait-il terminé qu'il se retrouvait le nez dans l'herbe, après avoir été soulevé en l'air et lancé avec une force prodigieuse. C'était son père qui l'avait fait sauter sur ses genoux, comme autrefois. Youra fut vexé, mais son père, traitant son dépit avec le plus parfait dédain, se mit à le chatouiller sous ses bras, si bien qu'il fut obligé de rire malgré lui. Puis il le prit par les pieds, comme un petit cochon, et le porta sur la terrasse. Maman s'affola. « Qu'est-ce que tu fais? Le sang va lui monter à la tête !»
après quoi Yura se retrouva sur ses pieds, rouge, ébouriffé, ne sachant pas très bien s'il était malheureux ou follement heureux. La journée filait aussi vite qu'un chat poursuivi par un chien. Tels des héros annonçant la grandiose cérémonie qui se préparait, surgirent des messagers apportant des petits mots, des gâteaux absolument délicieux, puis ce fut une couturière qui arriva et disparut dans la chambre avec maman. Ensuite, 2 messieurs, puis encore un autre, puis une dame. Visiblement, toute la ville était en effervescence. Yura dévisageait les messagers, des gens étranges venant d'un autre monde, et les précédait de l'air simple et digne qui convenait au fils de la reine de la fête. Il accueillait les messieurs, escortait les gâteaux, et vers midi, il était si épuisé qu'il se mit soudain à détester la vie. Il se fâcha avec sa nounou et se coucha à plat ventre pour se venger, mais s'endormit sur le champ. Il se réveilla toujours aussi mécontent de la vie, avec le même désir de vengeance. Mais quand il regarda autour de lui, de ses yeux lavés à l'eau froide, il sentit que le monde, comme la vie, était si délicieux que c'était à en mourir de rire. Lorsqu'on l'eut revêtu d'une chemise en soie rouge crissante et qu'il fut clairement associé à la fête, lorsque sur la terrasse il fut accueilli par une longue table d'une blancheur de neige, toute scintillante de vert, Yura fut de nouveau emporté par le tourbillon des événements qui se précipitaient. « Les musiciens sont arrivés! Seigneur, les musiciens sont arrivés !» criait-il en cherchant son père, sa mère ou n'importe qui susceptible de considérer cette arrivée avec le sérieux qui s'imposait. Son père et sa mère étaient assis dans le jardin, sous la tonnelle enrobée de vignes vierges, et ils se taisaient. La belle tête de sa mère était posée sur l'épaule de son père, mais ce dernier, bien qu'il la serrât dans ses bras, était très sérieux, et il ne se réjouit pas de l'arrivée des musiciens. Du reste, tous les deux traitèrent cette arrivée avec une indifférence inconcevable qui mettait mal à l'aise. Puis maman se redressa et dit « Laisse-moi, il faut que j'y aille. »« N'oublie pas, » dit son père prononçant des mots incompréhensibles, mais qui éveillèrent en Yura l'écho d'une légère angoisse qui lui serra le cœur. « Arrête, tu n'as pas honte ?» dit sa mère en riant. Et ce rire mit Yura encore plus mal à l'aise, d'autant que son père, lui, ne riait pas du tout. Il avait toujours cet air sombre, triste et grave, de Gulliver rêvant à son pays natal. Mais tout cela fut bien vite oublié, car la fête avait commencé dans toute l'ampleur de son mystère et de sa magnificence. Les invités arrivèrent en foule, et il n'y eut bientôt plus de place autour de la table blanche, encore vide un instant plus tôt. Des voix retentirent, des éclats de rire, de joyeuses plaisanteries, et l'orchestre se mit à jouer. Sur les allées désertes du jardin, où, un instant plus tôt, Yura se promenait tout seul en s'imaginant être un prince à la recherche d'une princesse endormie, surgirent des gens avec des cigarettes, aux propos libres et tonitruants. Yura avait accueilli les premiers invités à l'entrée principale et les avait examinés avec attention. Il avait eu le temps de faire la connaissance de certains d'entre eux sur le trajet entre le vestibule et la table, et même de s'en faire des amis. C'est ainsi qu'il se fia avec un officier qui s'appelait Mitienka. C'était une grande personne, mais il s'appelait Mitienka. C'était lui-même qui l'avait dit. Mitienka avait un gros sabre en cuir, froid comme un serpent, qu'on ne pouvait soi-disant pas sortir. Mais là, Mitienka mentait. Il était juste attaché près de la poignée avec un cordon en argent, et on pouvait parfaitement le sortir. C'était vraiment vexant que cet idiot de Mitienka, au lieu de toujours garder son sabre avec lui, l'ait laissé dans un coin du vestibule, comme une canne. Mais, même dans le coin, le sabre avait une façon tout à fait spéciale de se tenir. On voyait tout de suite que c'était un sabre. Il y avait une autre chose désagréable, c'était que Mitienka était venu avec un officier que Yura connaissait déjà, et qui, visiblement pour plaisanter, se faisait appeler Yuri Mirailovitch, comme lui. Ce faux Yuri Mirailovitch était déjà venu chez eux à plusieurs reprises. Une fois, il était même arrivé à cheval, mais toujours juste au moment où Yura devait aller se coucher. Et le petit Yura allait se coucher, tandis que le faux Yura Mirailovitch restait avec maman, ce qui était inquiétant et triste. Maman pouvait s'y tromper. Il n'accordait pas la moindre attention au vrai Yuri Mirailovitch. À présent, tout en marchant à côté de Mitienka, il n'avait pas du tout l'air de se sentir en faute, et lissait ses moustaches sans rien dire. Il baisa la main de maman, et c'était déplaisant, mais cet idiot de Mitienka fit pareil, ce qui remit les choses en place. Les invités commencèrent bientôt à arriver en si grand nombre, et ils étaient si variés qu'on aurait dit qu'ils tombaient droit du ciel. Certains atterrissaient autour de la table, d'autres directement dans le jardin. Soudain, plusieurs étudiants surgirent sur une allée avec des jeunes filles. Les jeunes filles étaient très ordinaires, mais les étudiants avaient un trou découpé sur le côté gauche de leur tunique blanche, pour l'épée ou plutôt pour le sabre. Mais ils n'avaient pas apporté leur sabre, sans doute par fierté, car ils étaient tous très fiers.
Quant aux jeunes filles, elles se précipitèrent sur Yura et le couvrirent de baisers. Ensuite, la plus jolie, qui s'appelait Ninotchka, mit Yura sur la balançoire et le balança longtemps, jusqu'au moment où elle le fit tomber. Il se fit très mal à la jambe gauche, près du genou. Son pantalon blanc était même tout vert à cet endroit-là. Mais bien sûr, il ne pleura pas. D'ailleurs, la douleur ne tarda pas à disparaître, on ne sait trop où. Son père, qui était en train de faire visiter le jardin à un vieux monsieur important, complètement chauve, demanda à Yura « Tu t'es fait mal ?» Mais comme le vieillard souriait lui aussi et disait quelque chose, Yura n'embrassa pas son père et ne lui répondit même pas. Et tout à coup, il devint complètement fou. Il se mit à pousser des cris de joie et, de façon générale, à faire toutes sortes de bêtises. S'il avait eu sous la main une grosse cloche de la taille d'une ville, il l'aurait fait sonner à toute volée. Mais comme il n'en avait pas, il grimpa sur le grand tilleul qui se trouvait tout près de la terrasse et commença à faire le pitre. En bas, les invités riaient et sa maman criait. Puis l'orchestre se mit soudain à jouer et Yura se retrouva aussitôt juste devant, les jambes écartées et un doigt dans la bouche, renouant avec une vieille habitude abandonnée depuis longtemps. Les sons se précipitèrent immédiatement sur lui, il rugissait, vrombissait, grimpait le long de ses jambes comme des fourmis et lui secouait la mâchoire. Cela grondait si fort qu'il n'y avait plus que l'orchestre sur terre. Tout le reste avait disparu. Certaines trompettes avaient même leur bout en cuivre qui s'étirait et se retroussait sous la violence de leur mugissement. Cela devait être intéressant de fabriquer un casque de soldat avec une trompette. Et soudain, Yura se sentit triste. La musique grondait encore, mais c'était déjà au loin, à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, tout était devenu calme, et devenait de plus en plus calme. Poussant un profond soupir, Yura regarda le ciel. Il était immensément haut, et marchant à pas silencieux, entreprit de faire le tour de la fête, de ses limites confuses, de ses possibilités et de ses lointains. Et partout il arrivait trop tard. Il voulait voir comment on installait les tables de jeu, mais les tables étaient déjà installées, et les gens jouaient déjà comme s'ils étaient là depuis très longtemps. Il effleura la craie et la brosse à côté de son père, mais celui-ci le chassa aussitôt. Quelle importance après tout! Il voulait voir le début des danses. Il était persuadé que cela commencerait dans la salle, et on dansait déjà, non dans la salle, mais sous les tilleuls. Il voulait voir allumer les lampions, et les lampions étaient déjà tous allumés, absolument tous, jusqu'au dernier des derniers. Il s'était allumé tout seul, comme les étoiles. C'était sa maman qui dansait le mieux. 3. La nuit surgit sous forme de lampions rouges, verts et jaunes. Tant qu'il n'était pas là, la nuit non plus n'était pas là, mais maintenant elle régnait partout. Elle se faufilait dans les buissons et inondait le jardin tout entier. La maison et le ciel, de son ombre fraîche comme de l'eau, tout devint aussi merveilleux que dans le plus beau des contes avec des illustrations de couleurs. À un certain endroit, la maison disparaissait complètement. Il n'en restait plus qu'une fenêtre rectangulaire en lumière rouge. Mais la cheminée, elle, était bien visible. Il y avait dessus une petite étincelle qui brillait. Elle regardait en bas en songeant à ses affaires. Quelle sorte d'affaires pouvait bien avoir une cheminée? Des affaires diverses et variées. Quant aux gens dans le jardin, il ne restait plus que leur voix. Tant qu'une personne marchait près des lampions, on la voyait, mais dès qu'elle s'éloignait, elle se mettait à fondre, à fondre. Il y avait une voix au-dessus, qui riait et bavardait, flottant sans peur dans les ténèbres. Mais les officiers et les étudiants, on les voyait même dans l'obscurité. Une tache blanche avec, au-dessus, la petite lueur d'une cigarette et une grosse voix. C'est là que commença pour Yura le plus délicieux, un vrai conte de fées. Les gens, la fête et les lampions étaient restés sur terre. Et lui, il s'était envolé, il s'était changé en air, il s'était transformé et se perdait dans la nuit comme un train de poussière. Le grand mystère de la nuit était devenu son mystère à lui. Et son petit cœur avait soif de quelque chose d'encore plus mystérieux. Il aspirait dans la solitude de son corps à une fusion de la vie et de la mort, au-delà de l'humain. Ce fut la seconde folie de Yura au cours de cette soirée. Il devint invisible. Alors qu'il pouvait entrer dans la cuisine comme tout le monde, il grimpa non sans mal sur le toit de la cave au-dessus duquel brillait la fenêtre de la cuisine. Il se mit à espionner. On faisait frire quelque chose, on s'affairait, et il ne savait pas qu'on les regardait. Mais lui, il voyait tout. Puis il fit un tour dans la chambre de ses parents. Elle était vide, mais les couvertures étaient déjà rabattues et la veilleuse était allumée. Cela aussi il le vit. Puis il alla jeter un coup d'œil à son propre lit dans la chambre d'enfant. Lui aussi était prêt et attendait. Il traversa la pièce où l'on jouait aux cartes comme un fantôme invisible, retenant son souffle et marchant aussi légèrement que s'il volait dans les airs. C'est seulement une fois dans les ténèbres du jardin qu'il respira convenablement.
Puis il se mit à épier les gens. Il s'approchait de personnes en train de bavarder, si près qu'il pouvait les frôler de la main. Mais elles ne savaient même pas qu'il était là, et bavardait tranquillement. Il surveilla longtemps Ninotchka, jusqu'à ce qu'il connaisse à fond toute sa vie, et faillit bien se faire prendre. Ninotchka s'écria « Youra, c'est toi ?» Mais il se tapit derrière un buisson sans bouger, et Ninotchka n'y vit que du feu. C'est qu'elle avait presque failli le surprendre. Pour que ce soit encore plus mystérieux, il se mit à ramper au lieu de marcher. À présent, les allées lui semblaient dangereuses. Beaucoup de temps s'écoula ainsi, une dizaine d'années d'après ses notions de l'époque, et il se cachait toujours. Il s'éloignait de plus en plus des gens. Il s'éloigna tellement que cela commençait à devenir terrifiant. Entre lui et le passé, ce passé dans lequel il se promenait comme tout le monde, s'ouvrait un gouffre béant, désormais impossible à franchir. Maintenant, il serait bien retourné à la lumière, mais c'était effrayant, c'était impossible, c'était perdu à tout jamais. La musique continuait à jouer et tout le monde l'avait oublié, même maman. Il était seul, un souffle froid montait de l'herbe trempée de rosée, les groseilliers épineux l'égratinaient, et impossible de percer les ténèbres avec ses yeux. Elles étaient sans fin, Seigneur. Sans plus faire aucun plan, désespérant d'être jamais sauvé, Youra rampa droit devant lui vers une lueur mystérieuse qui scintillait faiblement. Par bonheur, il s'avéra que c'était la tonnelle enrobée de vigne vierge où son papa et sa maman s'étaient assis le jour même. Dire qu'il ne l'avait pas reconnue. Oui, c'était bien elle. Les lampions autour s'étaient déjà éteints. Il n'y en avait plus que 2 allumés. L'un, un vert, brillait encore très fort, mais l'autre, un jaune, clignotait déjà. Bien qu'il n'y eût pas de vent, son clignotement le faisait osciller, et tout oscillait aussi doucement autour de lui. Youra voulait se relever pour entrer sous la tonnelle et entamer là une nouvelle vie en opérant une transition insensible avec l'ancienne, quand il entendit soudain des voix. C'était sa maman et le faux Youri Mirailovitch, l'officier, qui parlaient. Le vrai Youri Mirailovitch resta immobile, son cœur se serra, il cessa de respirer. Maman dit « Arrête, tu es fou, quelqu'un pourrait venir. » Youri Mirailovitch dit « Et toi ?» Maman dit « J'ai 26 ans aujourd'hui, je suis vieille. » Youri Mirailovitch dit « Il ne sait rien. Comment est-il possible qu'il ne sache rien? Il ne s'en doute même pas. Dis-moi, est-ce qu'il serre la main aussi fort à tout le monde ?» Maman dit « Quelle drôle de question. Bien sûr que oui. Non, pas à tout le monde. » Youri Mirailovitch dit « Il me fait de la peine. » Maman dit « Lui ?» Et elle éclata d'un rire bizarre. Le petit Youra comprit que c'était de lui qu'il parlait. Mais de quoi s'agissait-il, Seigneur? Et pourquoi riait-elle? Youri Mirailovitch dit « Où vas-tu? Je ne te laisserai pas partir. » Maman dit « Tu m'insultes, lâche-moi. »« Non, tu n'oseras pas m'embrasser. Lâche-moi. » Ils se turent. Le petit Youra regarda à travers les feuilles, il vit que l'officier serrait sa maman dans ses bras et l'embrassait. Ensuite, ils dirent encore quelque chose, mais il ne comprit rien. Il n'entendait pas. Il avait brusquement oublié ce que les mots voulaient dire. Et les mots à lui, ceux qu'il avait appris autrefois et qu'il savait utiliser, il les avait aussi oubliés. Il ne se souvenait que d'un seul, « Maman », et il le murmurait sans fin de ses lèvres sèches, mais il résonnait de façon terrible, plus terrible que tout. Et pour ne pas le crier par mégarde, Youra pressa ses 2 mains l'une sur l'autre contre sa bouche. Il resta ainsi jusqu'à ce que l'officier et sa maman soient sortis de la tonnelle. Lorsque Youra entra dans la pièce où l'on jouait aux cartes, le vieux monsieur chauve si important criait contre papa. Il agitait sa craie et hurlait que papa avait fait quelque chose de mal, qu'on n'avait pas le droit d'agir comme ça, que seuls les gens mauvais agissent ainsi, que ce n'était pas bien, qu'il ne jouerait plus jamais avec lui et d'autres choses du même genre. Et son père souriait en levant le bras. Il voulait dire quelque chose, mais le vieux monsieur ne le laissait pas parler. Il criait encore plus fort. Le vieux monsieur était petit alors que son père était grand et beau, et son sourire était triste comme le sourire de Gulliver quand il rêve à son pays natal peuplé de gens grands et beaux. Bien entendu, il fallait lui cacher ce qui s'était passé sous la tonnelle. Il fallait l'aimer, et je l'aime tellement. Avec un hurlement sauvage, Youra se précipita sur le vieux monsieur chauve et, de toutes ses forces, se mit à le bourrer de coups de poing. « Je t'interdis de le gronder, je t'interdis. Seigneur, quelle histoire !» Les uns riaient, d'autres criaient, eux aussi. Le père prit Youra dans ses bras, lui appuya sur les lèvres au point de lui faire mal, et cria lui aussi. « Où est sa mère? Allez chercher sa mère !» Puis Youra fut emporté dans un tourbillon de larmes intarissables, de sanglots désespérés, et d'une lassitude mortelle. Mais, même à travers le torrent de ses larmes, il observait son père. N'allait-il pas deviner?
Et quand sa mère entra, il se mit à crier encore plus fort pour détourner ses soupçons. Mais il refusa d'aller dans les bras de sa maman et se serra encore plus fort contre son père. Et c'est son père qui dut le porter dans sa chambre. Visiblement, lui non plus n'avait pas envie de se séparer de Yura. Dès qu'il l'eut emporté hors de la pièce où se trouvaient les invités, il le couvrit de baisers en répétant « Mon chéri, mon petit garçon chéri !» Et il dit à maman qui marchait derrière eux « Non mais tu as vu ça ?» Maman dit « C'est à cause de votre whist. Vous hurlez tellement que vous avez fait peur au petit. » Le père se mit à rire et répondit « Ça, pour hurler, il hurle. Mais celui-là, ah, mon chéri !» Dans la chambre, Yura exigea que ce soit son père qui le déshabille. « Ne commence pas à faire des caprices, » dit son père. « Je ne sais pas m'y prendre, c'est maman qui va le faire. »« Alors toi, reste ici, » dit Yura. Maman avait les doigts habiles, elle le déshabilla très vite, et pendant qu'elle le déshabillait, Yura tenait son père par la main. Il mit la nounou dehors, mais comme son père commençait à se lâcher, et aurait pu deviner ce qui s'était passé sous la tonnelle, Yura, rassemblant tout son courage, décida de le laisser partir. Mais en l'embrassant, il eut recours à une feinte. « Il ne te grondera plus ?» Papa mordit à l'hameçon. Il éclata de rire, embrassa encore une fois Yura très fort, et dit « Mais non, et s'il crie, je le flanque par-dessus la palissade. »« Oh oui, papa, s'il te plaît, » dit Yura. « Tu peux très bien le faire, tu es fort. »« Assez, oui. Allez, dors bien. Maman va rester avec toi. » Maman dit « Je vais t'envoyer la nounou. Il faut que je m'occupe du dîner. » Papa s'écria « Il attendra le dîner. Tu peux bien rester avec le petit. » Maman insistait « Nous avons des invités. C'est gênant de les laisser en plan comme ça. » Mais papa la fixa avec insistance, et maman, haussant les épaules, accepta. « Bon, d'accord, je vais rester. Veille seulement à ce que Maria Ivanovna ne confonde pas les vins. » Cela se passait toujours de la façon suivante. Si maman restait à côté de Yura pendant qu'il s'endormait, elle lui tenait la main jusqu'à la dernière minute. C'était toujours comme ça. Mais cette fois, elle restait assise comme si elle était toute seule, comme si elle n'avait aucun fils à côté d'elle, aucun Yura en train de s'endormir. Elle avait croisé ses mains sur ses genoux et regardait droit devant elle. Yura remua pour attirer son attention, mais maman dit brièvement « Dors !» et elle continua à regarder. Mais alors que les paupières de Yura devenaient lourdes et qu'il commençait à sombrer dans le sommeil, avec tout son chagrin et toutes ses larmes, maman tomba soudain à genoux à côté du lit et le couvrit de petits baisers passionnés. Mais ces baisers étaient mouillés, brûlants et mouillés. « Pourquoi tes joues sont mouillées, maman? Tu pleures ?» marmonna Yura. « Oui. Il ne faut pas pleurer. »« Bon, je ne pleurerai plus, » dit docilement maman. Et elle recommença à le couvrir d'une foule de petits baisers passionnés. D'un geste déjà ensommeillé, Yura leva ses deux bras, serra le cou de sa mère et appuya très fort sa joue brûlante contre la joue humide et froide. C'était quand même sa maman. Rien à faire. Mais, comme il était malheureux, comme il avait le cœur lourd.